Bonjour David. Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Alors, avec plaisir. Et puis merci de venir nous partager ton expérience et quelques conseils autour de la prise de parole en public. On va faire au mieux. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience, déjà te présenter et nous parler de ton expérience professionnelle en quelques mots? Alors, je m'appelle donc du coup David. Je présente l'émission du Jour du Seigneur sur France 2. C'est l'une des émissions religieuses le dimanche matin, chaque dimanche matin. Et voilà, donc je m'occupe des questions religieuses depuis des années et des années. Et j'anime cette émission depuis 12 ans maintenant. Oui, ça commence à faire de l'expérience. Voilà. Est-ce que tu étais à l'aise pour prendre la parole avant de devenir journaliste télévisé? Pas du tout, j'étais très timide. Moi, je suis un enfant très timide. Je parlais pratiquement pas quand j'étais petit. J'ai vécu un traumatisme enfant. J'ai perdu mes parents à l'âge de 6 ans. Et après cette douloureuse expérience, je suis devenu presque mutique. Je parlais pas, donc j'étais très timide. Dès qu'on m'adressait la parole, je rougissais. J'étais mal à l'aise. Je voulais pas répondre. Je voulais toujours un peu me cacher. La prise de parole en classe, c'était toujours un peu compliqué. J'étais jamais très confiant pour parler. Et j'aimais pas du tout me mettre en avant. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose, même quand j'étais ado, un peu plus jeune, en me disant je peux pas rester dans cette situation où... T'as eu un déclic ou qu'est-ce que... Ouais, peu à peu, j'ai pris confiance et je me suis dit bon, il faut que tu te mettes même un peu en danger pour prendre la parole. Donc, quand j'ai commencé des études, j'ai commencé à faire des exposés, ce genre de choses, à me forcer un peu à parler. Et puis après, je me suis dit, quand j'ai fait une école de journaliste, je me suis dit, bon, il faut vraiment que tu t'orientes vers des médias audiovisuels, soit de la radio, soit de la télévision, pour essayer de faire face à cette difficulté de prendre la parole en public, en tout cas d'être exposé quand je parle. C'était plus comme un défi que comme une envie. Ouais, c'était exactement, c'était vraiment plus comme un défi, en me disant, il faut que tu vas te soigner un petit peu comme ça. Bon, entre-temps, j'avais quand même réussi à dépasser un peu ma timidité, mais de là à parler en public, c'était quelque chose qui était quand même difficile pour moi. Et je l'ai pris comme un jeu. C'est comme ça que j'y suis arrivé en me disant, bon, amuse-toi, il n'y a pas d'enjeu. Si t'es rouge, si t'es gêné, si tu bafouilles, tant pis, mais on va essayer. Voilà. Donc je l'ai pris comme un petit défi, comme un jeu. Est-ce que justement, tu peux nous parler de tes débuts en tant que présentateur? Quels ont été tes plus grands défis? Au début, je m'étais dit, ce que j'aimais pas, c'était quand, par exemple, sur un plateau de télévision, on va avoir une équipe de tournage, donc selon les chaînes de télévision ou les moyens, il y aura plus ou moins de monde. Donc en fait, je me suis retrouvé par exemple à présenter des émissions sur France 2 avec pas mal de cadreurs, de preneurs de son, d'équipe technique, un rédac chef, un producteur. Enfin, voilà, je donne un peu des postes comme ça au hasard, mais qu'on peut vite retrouver sur un plateau de télévision. J'étais pas tant gêné par la caméra que par tous ces gens qui me regardaient en train de parler. Voilà, donc au début, je me disais, waouh, comment je vais faire pour ne pas être gêné et ne pas être perturbé dans mon travail par la présence de toutes ces personnes. Et pareil, j'ai fait ça comme un jeu. Je me suis dit, bon, en fait, ça change rien. Vas-y, t'y vas. Et puis voilà. Et après, je me suis concentré. En fait, quand je prends la parole devant une caméra, je me dis toujours, tiens, je parle pas à 500 000 personnes, 600 000 personnes, 700 000 personnes ou je ne sais combien de personnes. Je dis, je parle à une personne. Voilà. Donc au début, je me disais, tiens, je me concentre en me disant, je parle à ma grand-mère. Ma grand-mère m'écoute, elle me regarde et je lui parle. Voilà. Okay. Donc c'est comme ça que je crois, vraiment dépassé l'appréhension d'être regardé. Est-ce que tu as une anecdote marquante autre que ta grand-mère? D'anecdotes, je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime bien parler aux gens. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en me disant c'est un jeu, là où je pouvais être un peu timide ou que j'avais un peu une crainte, c'est devenu vraiment un jeu. Donc je trouvais ça amusant de parler aux gens. Donc après, je peux essayer de me dire, tiens, je vais parler plus lentement pour voir ce que ça donne. Je vais accélérer. Je pouvais même essayer des exercices comme ça à l'antenne. Tu t'es testé? Je me suis testé, voilà, exactement. Je me suis testé pour voir dans quelle situation je me sentais le mieux, le plus à l'aise, de quelle manière, voilà. Quelle qualité justement tu considères la plus essentielle pour t'exprimer en public? L'élocution, il me semble que c'est essentiel, et savoir parler distinctement, voilà, et puis savoir calmer son esprit, je pense aussi réfléchir à ce qu'on va dire.
Si on se concentre sur ce qu'on va dire et qu'on est vraiment dans le moment présent et pas dans 4 ou 5 phrases après, ça va aller tout seul et les phrases, elles déroulent très très vite. L'autre chose, je crois qu'il faut être sincère aussi. Donc en fait, si moi je suis pas sincère d'une prise de parole, que ce soit pour une conférence ou à la télévision, ça va pas marcher. Je vais être mal à l'aise, je vais pas parler très distinctement, je vais bafouiller. S'il n'y a pas de sincérité, ça marche pas. Voilà. Tu réfléchis plutôt avant ou pendant? Les deux, c'est-à-dire que je réfléchis avant en me disant tiens, qu'est-ce que je vais dire? Et puis une fois que je suis lancé, si je connais bien le sujet, si je suis à l'aise, les idées vont arriver toutes seules et je me fais confiance. Voilà, faut se faire confiance aussi. Si on connaît bien un domaine, un sujet, et qu'on ment pas, ça arrive tout seul et il n'y a pas de, je trouve qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté majeure à partir du moment où on est soi-même. Quelles sont tes routines, tes techniques pour bien te préparer justement avant de prendre la parole? Alors, le premier truc, c'est si c'est le matin par exemple, si j'ai pas beaucoup parlé, j'essaye de parler avec quelqu'un avant pour pas avoir des bafouilles qui arrivent ou l'esprit un peu paresseux. Donc en fait, c'est bien d'avoir parlé un petit peu avant. Et puis après, c'est juste avant un direct, par exemple, j'aime bien me dire bon, je vais commencer ma prise de parole comme ça, avec telle phrase, ça va être mon accroche, et puis c'est tout. Voilà. Et après, on verra où ça va aller. J'ai 2-3 idées en tête. J'ai juste une phrase d'accroche, et puis après, j'ai 2-3 idées que je déroule. Voilà, tout simplement. Donc, une personne essaie plus une phrase d'accroche. Exactement. Mais la phrase d'accroche, elle est importante. Et après, je trouve de temps en temps aussi, j'ai des phrases de relance que je peux noter quelque part et qui vont juste me rappeler la deuxième idée ou la troisième idée. Voilà. Donc 2-3 phrases de relance, c'est important dans un propos. Si on doit parler, alors ça c'est pour une conférence, si on doit parler un quart d'heure, 20 minutes, c'est bien de noter, je trouve. Enfin moi je le fais. 2-3 phrases juste de relance et en répétant la phrase, l'idée arrive et le paragraphe entre guillemets arrive tout seul. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as un modèle ou une source d'inspiration dans le domaine de la prise de parole? Moi, je trouve qu'en règle générale, il y a des politiques qui sont quand même très, très forts. Alors, j'ai des amis politiques qui sont très forts, mais je pense à un en particulier que j'avais vu à une remise de Légion d'honneur. Alors, la sincérité, je ne sais pas exactement. Quand il s'agit d'un politique, il y a sûrement des calculs. Dans ce cadre-là, c'était Nicolas Sarkozy qui remettait une Légion d'honneur à quelqu'un que je connaissais. Et il était brillant parce qu'il alternait le propos intelligent, l'émotion, le regard sur les uns, sur les autres, l'humour. Voilà, il savait tout faire et sans aucune note. Ouais, grand talent. Comment tu travailles le ton, la gestuelle, la posture? Bah là encore, c'est assez naturel. Je trouve que la posture, c'est d'être droit. Une des difficultés, par exemple, je trouve que souvent les gens qui n'ont pas l'habitude de parler, ils s'affaissent d'un côté, par exemple, ou de l'autre. Donc, j'essaie juste d'être droit. Et pareil dans le regard, essayer d'être droit. Ne pas ouvrir plus un œil que l'autre. Ne pas trop se concentrer sur ce qu'on va dire trop en amont. Sinon, il y a un truc qui se voit. Et c'est d'être droit, en fait. Voilà. Ouvrir plus un œil que l'autre? Ouais, il y en a qui font comme ça. Ou même moi-même, quand je suis fatigué ou quand je me concentre trop sur quelque chose, parce que je me sens en difficulté, je vais avoir un œil plus grand que l'autre. Et j'ai déjà remarqué ça à la télévision. Il y a des gens comme ça qui ont rapidement, on peut avoir ça, c'est un signe de fatigue ou alors de concentration peut-être trop intense sur l'après moment présent. D'accord. Voilà. Bon, Après c'est personnel. Quel exercice tu recommandes pour gérer le trac? L'exercice, c'est de parler avant, même seul, si on a le trac sur une conférence ou sur une prise de parole. C'est juste d'apprendre à entendre sa voix et de s'entendre. Voilà. Ne pas être gêné quand on s'entend, ne pas être ému quand on s'entend. Donc ça peut être répété seul un petit peu, mais pas répéter tout par cœur, mais en se disant bah voilà, j'ai telle étape, j'y vais comme ça, j'y vais comme ça, j'y vais comme ça. Et parler seul et vraiment écouter sa voix, même s'enregistrer, écouter sa voix. Je trouve que ça permet d'être bien avec soi et de pas être surpris par ce qu'on va dire ou par son ton ou par son émotion. Très bien. Est-ce que tu as des outils ou des techniques spécifiques pour organiser tes idées? Alors moi, il faut que ça soit très simple. Si c'est trop compliqué, ça marche pas.
Donc il faut que les idées soient vraiment très très claires, parce que moi j'aime pas avoir trop de notes. J'en ai forcément. Il faut que ce soit très clair dans ma tête pour pouvoir énoncer les choses clairement. Il faut que ce soit des idées très simples, même si on se dit tiens, il y a une finesse à expliquer. Il faut que l'idée que je note dans ma tête, moi je marche par image, que ça soit vraiment une idée très simple. Donc en gros, un sujet, un verbe et un complément, et pas plus. Voilà, une phrase, une idée. Et comme ça, je me rappelle de l'idée que je veux aborder. Tu te mets une image avant de parler Avant de parler, c'est-à-dire je les note, je peux noter sur n'importe quoi, un bout de papier, hop, et je me dis tiens, c'est là, je vais aller là, là et là. Donc tes interventions sont vraiment toutes préparées. Bah, c'est-à-dire que en fait, je me force parce qu'après moi, je peux avoir des idées qui arrivent pendant qu'on parle. Ça, c'est toujours intéressant de se faire confiance. Sinon, il y a des idées qui vont arriver, mais avoir un canevas, parce que sinon, je vais commencer à faire des digressions et passer à côté du raisonnement. Donc, si je note quelques idées simples, je m'en souviendrai dans ma tête, et ou alors en jetant un œil sur un papier, mais 3 fois sur un quart d'heure ou 20 minutes, et ça suffira. Ok. Donc tu as toujours un cahier avec toi, c'est ça? Ouais, ou un cahier, il m'est déjà arrivé de le faire dans la main comme ça, mais ça c'est pas, ça sert un peu à rien. Mais je crois que il suffit même de noter juste pour soi avant. Souvent je note pour moi avant, et après j'en ai pas besoin. Donc c'est-à-dire que le fait de noter, je m'en souviens. Et mais par contre, je vais pas développer 15 idées. Donc je me dis 3 idées dans un plan avec 3 phrases simples, ça marchera. Voilà. Et donc après, je m'en souviens. Est-ce que tu communiques d'une manière spécifique lors d'une présentation télé? Pour communiquer sur l'émission ou pendant l'émission? Pendant l'émission. Est-ce que je communique d'une manière spécifique? Disons que j'essaye de parler posément, parce que sinon on comprend pas. Ça serait ça. Après, il y a un effet de langage du corps aussi. On peut parler avec les mains. Moi, j'aime bien de temps en temps pour signaler quelque chose. On peut montrer quelque chose aussi à la télévision. On peut s'adresser à quelqu'un qu'il prenne la parole en lui donnant la main, d'une manière presque mécanique, ou en tout cas au premier sens du terme. Voilà, moi je parle aussi un peu avec les mains. Moi j'aime bien. Est-ce que tu pourrais nous dire une ou deux phrases comme ça en mode journaliste télé? Alors j'essaye justement de pas faire d'avoir un trop de ton journalistique. Alors tout dépend avec qui je vais être en face, mais je saurais pas quoi te dire. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu peux me parler du temps et. Oui, je dis j'essaie de te parler comme ça, tout simplement. Voilà, je trouve Elodie aujourd'hui qui fait très froid. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le froid vous gêne? Effectivement, voilà. Donc je vais faire comme ça. Voilà, je peux faire des choses. Voilà. D'accord, merci. Quelles sont tes astuces pour capter et maintenir l'attention des auditeurs? Moi, je crois que ce qui est important, c'est que si moi je décroche, si je fais une interview à quelqu'un, si je décroche de ce que me dit la personne, si mon attention va ailleurs, c'est que c'est pas bon. C'est-à-dire que je suis juste un baromètre pour le téléspectateur. Je me dis, si là la personne ne m'intéresse pas, ça veut dire que ça l'intéresse pas non plus. Donc en gros, on peut avoir un développement un peu dense, mais pas trop long. Voilà, donc il faut que ce soit rythmé. Si on parle sans rythme, même dans une conférence, sans changer de rythme, sans donner des exemples, sans donner de concret. Enfin, le dernier, je pense que le théorique et le pratique. Donc des cas concrets et puis une pensée avec un peu plus de recul. Voilà. Je trouve que c'est ça qui permet de bien rythmer une conversation ou un échange ou même un propos. C'est-à-dire parler vraiment de choses très concrètes avec des exemples, des cas précis, et puis donner un peu de hauteur pour donner du sens à ces exemples et ces cas précis. Ces cas précis. Parce que si on manque de concret, je pense qu'on va être trop théorique et ça va être un peu pénible à écouter. Et s'il y a que de l'exemple, ça va être que de l'anecdote sans sens, donc ça peut être aussi un peu dommage. Donc si je résume, si toi tu t'ennuies en tant que journaliste, ça veut dire que... Parce que si moi je m'ennuie en tant que journaliste, ça veut dire que la personne qui regarde, elle a décroché depuis longtemps. Voilà, parce que moi, à la limite, j'ai un peu plus de tolérance puisque je suis dans le match, entre guillemets. Okay. Pour la personne qui regarde de loin et qui n'est pas dans le match,
voilà, ça c'est encore plus compliqué d'entrer dedans. Est-ce que tu as déjà connu des situations imprévues pendant un direct? Ah oui, plein. Des caméras qui lâchent les unes après les autres, par exemple, des coupures de son, quelqu'un qui fait un lapsus un peu drôle. Ouais, j'ai eu plein de cas de figure, des gens qui se disputent en dehors du plateau juste devant moi. Voilà. Donc j'ai connu ouais, des imprévus. Ouais. Et tu as géré ça comment? Alors je me souviens de la personne qui avait fait un lapsus assez drôle. J'avais hésité entre lui faire remarquer qu'il avait fait un lapsus étonnant, ou laisser passer, ou me marrer. Et donc je m'étais dit, donc là soit je me marre, j'ai 2 secondes, soit je me marre, soit je lui dis, soit je passe à autre chose. Et là j'ai vu que le réalisateur passait une image d'autre chose pendant qu'on parlait, donc je me suis dit bon, on va jouer la carte de on passe à autre chose, et donc là j'ai pu passer à autre chose. Et si la caméra lâche, tu fais quoi? Bah si la caméra lâche, bah, il y en a une autre qui va arriver, mais on va me le dire, et puis après c'est pas grave, on change de caméra, on fait comme si de rien n'était. Adaptabilité. Ouais, on s'adapte, mais c'est comme dans la vie en fait, je sais pas, on va avoir quelqu'un qui arrive qui c'était pas prévu, on va lui dire bonjour, et puis on va le saluer, et puis voilà, donc faut s'adapter. Ok, merci. Comment tu restes professionnel face à des critiques ou à des questions déstabilisantes? Bah, je me dis toujours que les gens, ils ont le droit d'avoir un point de vue, ils ont un point de vue qui est le leur, et puis c'est leur problème, quoi. Voilà, je me dis souvent ça. Donc si moi j'ai été sincère et que j'étais droit dans mes bottes, bon, les gens ils peuvent critiquer, il y a aucun souci, on peut en discuter, mais ça reste que leur point de vue, donc c'est pas une vérité absolue. Comment tu concilies authenticité de tes émotions avec le besoin de rester objectif et professionnel? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Il faut toujours dire d'où on parle. C'est ça qui est important, je crois, pour rester honnête en disant bah là je ressens ça parce qu'il y a telle raison, mais dans le monde il se passe ça parce que c'est objectif. Donc c'est la vérité des faits. Donc la vérité des faits, il s'est passé ça. Et puis après simplement dire moi personnellement je ressens ça quand j'entends ça. Il faut juste dire où on se place. Voilà. Okay. Est-ce que tu as une stratégie pour garder le contrôle dans les moments à fortes émotions? Alors ça m'est déjà arrivé dans des émissions très émouvantes d'être gagné par l'émotion, mais où j'avais les larmes aux yeux ou ce genre de choses. Dans ces cas-là, je me concentre sur ce que dit la personne. Voilà. Donc je reste vraiment à fond sur le moment présent. J'écoute juste ce que dit la personne et je la laisse parler le plus possible pour moi pas avoir à reprendre tout de suite la parole dans le haut de l'émotion, de laisser passer un peu, voilà, même quitte à laisser un silence. Donc c'est quand même un signe d'émotion. Et puis on a le droit d'être ému quand on écoute quelqu'un. Donc moi j'ai pas trop de mal aussi à me dire bah, je suis ému et à montrer que je suis ému, mais dans une certaine proportion. Donc moi ça m'est arrivé sur 2-3 émissions sur des propos vraiment forts et puis qui rejoignaient un peu mon histoire, de me dire ouh là, je suis pas loin d'être vraiment ému. Donc dans ces cas-là, j'ai laissé la personne terminer son propos, j'ai même laissé un silence et puis j'ai repris. Alors on voyait que j'étais sûrement un peu ému, mais ça allait, j'étais pas non plus complètement gagné à plus pouvoir gérer à cause d'une émotion forte. Tu penses quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis waouh, c'est fort ce qui s'est passé, et je laisse juste mais en règle générale, même quand je suis stressé, moi j'aime bien prendre le temps. Plus je suis stressé, plus je me dis attends, vas-y, sois cool, t'es tranquille, prends le temps, bah tu vas prendre un peu plus de temps pour dire les choses ou même pour commencer à reprendre la parole. Et en fait, à ce moment-là, l'émotion elle s'apaise. Donc plus on est stressé, plus on a envie d'aller vite. Alors qu'en fait, plus on est stressé et plus on va lentement, plus on reprend le contrôle un peu de l'émotion, je trouve, en règle générale. Que ce soit que soit le type de l'émotion d'ailleurs. Même quand on est en colère, je pense que quand on laisse un peu redescendre, on prend le temps, ça redescend à l'intérieur. Voilà. Avec le silence. Avec le silence, ouais. Moi, j'aime bien jouer sur les silences dans les prises de parole et à l'antenne. J'aime bien. De temps en temps, quelqu'un dit quelque chose, c'est fort, bah, je laisse un petit silence. Voilà. Et puis même pour avoir aussi, alors ça c'est aussi la magie de la télévision, c'est comme il y a l'image, eh bien on peut voir aussi une émotion à travers dans le regard, dans l'expression, dans ce qui est pas non verbal en fait. En non verbal. Ouais, il se passe pas mal de choses. Ok.
Si tu devais donner 3 conseils à une personne qui débute dans la prise de parole, ce serait lesquels? Mais alors de prendre son temps, justement. Moi, je trouve ça très important de prendre le temps de parler, quitte à aller un peu lentement, mais voilà, d'être clair, de faire très attention sur de bien prononcer les mots. Ça, c'est le deuxième conseil. Et puis c'est des conseils très simples. Et puis le troisième conseil, c'est de se faire confiance. Parce que si on doit prendre la parole, c'est qu'on nous donne la parole, c'est qu'on nous fait confiance. Donc on vaut quelque chose et que, on est légitime pour prendre la parole. Et comment on se fait confiance? En se disant tout simplement se dire, j'ai des choses à dire, et si on me propose de prendre la parole, il y a toujours une proposition dans la prise de parole. C'est que on a vraiment des choses à dire et qu'on est légitime. Merci. De rien. Alors maintenant, je vais te proposer de répondre à 10 questions en un seul mot. Enfin, moi, j'ai posé des vraies questions, mais toi, tu as le droit à un seul mot. Super, c'est drôle. Ça te va? Ok, ça me va. Ok, on y va? Ouais. Ton rituel de préparation en un seul mot. Silence. Le mot que tu prononces le plus souvent en public. Bienvenue. Un obstacle ou une crainte à surmonter lors de la prise de parole. L'émotion. Un mentor ou un modèle inspirant en un mot. Le pape, il est très fort. En un mot. Le pape. Un outil essentiel pour capter l'attention. Le regard. Une qualité indispensable pour un orateur. La confiance. Ta plus grande force en tant qu'orateur. La voix. Un mot qui décrit ton ressenti avant de prendre la parole en public. Le jeu. Ta collation préférée avant de prendre la parole. Un café. Et un mot pour décrire la clé du succès en prise de parole. La joie. Merci David. De rien.